Salam alaikum. Voilà, donc on continue avec le chapitre des AP. Hier, donc on s'est arrêté à l'exemple d'une fonction, de la programmation d'une fonction, c'était l'écriture d'une fonction voyelle qui va vérifier est-ce qu'un caractère donné est une voyelle. Bon, ça on l'a déjà vu. Je vais passer rapidement. Donc on avait vu que le type de la fonction était un booléen. Il y avait un seul paramètre qui est le type de caractère, du type caractère. Et donc on avait un paramètre x et le type de la fonction qui était un booléen. Bon, on avait utilisé un caveau, donc je cite les différentes voyelles. Si x fait partie de cette liste, donc voyelle reçoit vrai, sinon elle reçoit faux. Et donc on avait dit, on n'emploie ni lire, ni écrire. Donc ni lecture, ni écriture, ni affichage. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que une fonction, elle sera appelée dans un algorithme principal. Et donc le but, c'est pas d'afficher ou bien de lire. C'est le programme principal qui va lire les données. Il va les transmettre à la fonction qui doit retourner un résultat vrai ou faux. Ensuite, c'est au programme principal ou bien l'algorithme principal qui va afficher est-ce que ce caractère est une voyelle ou pas. Donc le rôle d'une fonction n'est pas l'affichage et elle ne va pas utiliser les procédures de lecture. Pourquoi? Parce que toute lecture doit passer à travers les paramètres. Parce qu'on a dit que la fonction c'est une boîte noire, c'est un atelier. Il a une seule ouverture pour des données. Donc toute personne qui veut exploiter ou bien bénéficier du service de cette fonction, il n'a qu'à déposer ces données, sa matière première, devant l'accès. La personne se charge d'introduire ces données-là, ou bien cette matière première à l'intérieur de l'atelier. On fait les traitements et on va remettre le résultat qui est le produit fini de cet atelier. Alors, si vous avez des questions avant d'entamer les procédures, je vais répondre, sinon on commence avec les procédures. Le deuxième type d'AP. On a vu qu'il y avait deux types d'AP, d'actions paramétrées, donc il y avait les fonctions et il y avait les procédures. Voilà, donc le deuxième type d'actions paramétrées, c'est ce qu'on a appelé les procédures. Alors, contrairement à la fonction, une procédure n'a pas de sortie explicite. Je dis bien explicite. Elle a des sorties, mais elles ne sont pas explicites comme la fonction. La fonction, on a dit que la sortie, elle est à l'intérieur de sa variable. Alors, je vois un message ici sur le chat. Est-ce qu'on peut utiliser le retourner? Oui, ça, on l'a dit hier, qu'on a une deuxième syntaxe, c'est d'utiliser le retourner dans une fonction. Bon, je continue. Une procédure donc n'a pas de sortie explicite. Ça veut dire qu'elle n'a pas le nom de la procédure qui contient la variable, la sortie, le résultat, mais elle a quand même des sorties d'une manière implicite. Alors, ces résultats, ils sont fournis à travers ces paramètres. Elle est donc caractérisée par juste le nom seulement. Par contre, la fonction, on avait le nom et le type. Ici, on n'a pas besoin du type. Pourquoi? Parce que la procédure ne va pas fournir des résultats directs. Elle remet des résultats indirects à travers les paramètres. Donc, la syntaxe de déclaration d'une procédure, ça va être le mot-clé procédure, ensuite suivi du nom de la procédure, avec une liste de paramètres formels, sans spécifier le type parce qu'elle n'a pas de type. Ensuite, la partie déclaration et la partie action ne changent pas, parce qu'on avait dit hier que la seule différence entre les procédures, les fonctions et les algorithmes, c'était la partie en tête.
la partie déclaration et la partie action sont exactement les mêmes à quelques différences près. Mais la différence principale, c'était au niveau de l'entête. Donc, un algorithme, il utilise le mot-clé algorithme avec le nom de l'algorithme seulement. La fonction, on a vu hier, donc, elle commence par le mot-clé fonction, le nom de la fonction, la liste des paramètres et le type de la fonction. Maintenant, la procédure, la voilà. Donc, on utilise le mot procédure, le nom de la procédure, la liste des paramètres, c'est des paramètres formels, point, virgule. Ça y est, c'est tout ce qu'on a besoin. Ensuite, la partie déclaration, donc, comme les fonctions, ou bien comme les algorithmes, et la partie action, entre début et fin, une suite d'actions. Bien sûr, se termine toujours par un point virgule au lieu d'un point final, parce que c'est pas la fin du programme, c'est la fin d'un module. Donc, le nom proc, c'est le nom de la procédure, c'est un identificateur, donc il respecte les règles de construction des identificateurs. Liste des paramètres, donc c'est la liste des paramètres formels avec leur type, comme on l'a vu avec les fonctions, avec quelques différences qu'on va voir juste après. La liste des variables, donc ce sont des variables locales, si elles existent, avec leur type. Si elles existent, ça veut dire que parfois on n'a pas besoin de variables locales, et donc on ne va pas les définir. Et enfin, action, donc c'est une suite d'actions qui va décrire le traitement de la fonction, parce qu'on a dit que le traitement de la procédure, pardon, parce qu'on a dit qu'elle fait quand même un traitement, donc c'est une boîte noire qui réalise un traitement. Donc on va maintenant voir les paramètres de la procédure. Donc on avait vu que elle est constituée de le nom de la procédure, c'est clair, la liste des paramètres, la liste des variables et les actions. On va voir chacun à part. Les paramètres. Donc la procédure, c'est une AP avant tout. On a dit que les AP, elles sont décomposées en deux types, les fonctions et les procédures. Donc si on parle de procédure, ça veut dire que c'est une AP, c'est une action paramétrée. Alors là aussi, donc, elle est considérée comme une boîte noire, comme un atelier fermé. Parce qu'on a dit que toute AP, quelle que soit l'AP, que ce soit une fonction ou bien une procédure, elle est considérée comme étant un atelier fermé, une boîte noire. Et le seul moyen de communication avec elle, c'est ses paramètres. Donc, devant l'accès de la procédure ou bien de la fonction, de l'AP en général, il y a une interdiction, accès interdit à toute personne étrangère. Donc, seuls les employés de l'atelier qui ont accès à l'intérieur. Mais les clients, les utilisateurs, ils ont une limite, donc ils doivent rester la salle d'attente, en quelque sorte, de cet atelier-là. Donc, les paramètres, ils sont utilisés pour introduire les données. Cependant, donc, la procédure n'a pas de sortie explicite comme la fonction. Les fonctions, on avait vu que les paramètres, ils permettent d'introduire les données, et les sorties, elles sont transmises à travers le nom de la fonction. Alors, puisque la procédure n'a pas de sortie explicite, donc elle n'a pas une sortie bien déterminée, mais elle agit sur les paramètres et peut les modifier. Et ainsi, ils sortent ces paramètres-là. On l'a vu, par exemple, le four, par exemple. Je vais introduire des gâteaux non cuits. Ils vont sortir avec un état différent. Donc, ils vont sortir de la procédure avec de nouvelles valeurs. Ce qui correspond aux sorties. C'est pour ça qu'on a dit que les sorties ne sont pas explicites. Elles sont en quelque sorte implicites. Elles sont indirectes. La fonction, la sortie, elle est directe. La procédure, la sortie, elle est indirecte. Elle est implicite et non pas explicite. Pourquoi? Donc, c'est les paramètres qui ont changé d'état. C'est eux qui vont dire, les voilà, il y a eu des changements, donc on a des sorties, on a de nouvelles valeurs. Donc, suivant le nombre de paramètres qui ont subi des changements, donc qui peuvent être changés, on obtient le nombre de sorties qui sont implicites de la procédure. Donc la fonction, on avait dit qu'il y avait une et une seule sortie. Une et une seule. Les procédures, donc on peut avoir un nombre quelconque de sorties. Il va varier de 0, donc il se peut qu'il n'y ait aucune sortie,
Ça veut dire que aucun paramètre n'a été changé. Comme on peut avoir tous les paramètres qui changent d'état et donc ils deviennent tous des sorties. Et justement, suivant le nombre de paramètres qui ont changé d'état, qui ont changé de valeur, on a le nombre de sorties. Les paramètres de la procédure sont donc de deux types. Il y a des paramètres qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas modifier. Ce sont les entrées, ou bien les paramètres d'entrée. Le deuxième type de paramètres sont les paramètres qu'on peut modifier, et ils représentent les sorties. Parce qu'on a dit que les sorties, elle n'est pas explicite, elle est implicite. Justement, ces paramètres-là qui ont changé d'état représentent les sorties. Bien. Donc, si je prends le schéma de la procédure, je reprends le schéma de la procédure. On avait dit qu'il y avait des paramètres qui vont entrer à la procédure. Alors, parmi ces paramètres-là, il y en a des paramètres qui sont en entrée seulement. Ça veut dire qu'ils sont chargés d'introduire les données vers la procédure, qui sont là en rouge. D'autres paramètres, ils peuvent introduire des données, comme ils peuvent être à l'état vide, mais ils ont la possibilité de sortir aussi avec des résultats. Et donc, ceux qui sont en vert, ce sont des paramètres en sortie ou bien en entrée et sortie. Je peux dire en sortie parce que ils vont sortir avec des résultats, mais on peut dire aussi qu'ils sont en entrée et sortie. Ça veut dire qu'ils vont introduire eux-mêmes des données qui peuvent changer. Ces données-là peuvent être vides à l'entrée et sortir avec des résultats en sortie, bien sûr. Alors, comment je déclare des paramètres d'une procédure? Puisqu'on a maintenant deux types de paramètres, comment faire la distinction, comment faire la différence entre ces deux types de paramètres à la déclaration? Parce que la fonction, c'était clair. La fonction, il y avait des paramètres en entrée, il y avait le nom de la fonction qui représentait la sortie. Maintenant, on a dit que les paramètres de la procédure, ils sont de deux types. Parmi ces paramètres, il y en a quelques-uns qui vont représenter les sorties. Donc, les paramètres formels de la procédure sont déclarés comme les variables par un nom et un type de données. Ça veut dire entier, réel, caractère, chaîne, ainsi de suite. Mais en plus, donc, on doit spécifier le type du paramètre. C'est ce qu'on vient de voir. Est-ce que c'est un paramètre du premier type, donc en entrée, ou bien est-ce que c'est un paramètre du deuxième type qui est en sortie? Justement, cette spécification-là du paramètre, elle est appelée, on l'appelle le mode de passage du paramètre, ou bien appelé le mode de transmission du paramètre. Ça veut dire que ce paramètre formel-là, est-ce qu'il est passé à l'intérieur de la procédure avec une spécification en entrée, ou bien est-ce qu'il est transmis vers la procédure avec un type ou bien une spécification en sortie? C'est bon, vous suivez? Est-ce que c'est clair? Je continue? Oui, monsieur. Bien. Alors, le mode de passage, le mode de passage des paramètres. On a dit que cette spécification-là s'appelle le mode de passage. Alors, quels sont les modes de passage? On a donc deux modes de passage. On a deux modes de passage. Donc, suivant le type du paramètre, on a le mode de passage qu'on appelle mode de passage par valeur. Il est utilisé pour le type des paramètres en entrée. Donc, il est appelé mode de passage par valeur. Ce mode de passage signifie, donc quand on dit que le paramètre, il passe par valeur, ou là, il passe en entrée, ça signifie que le paramètre, il est en entrée, il ne peut pas subir des changements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la sortie de la procédure, le paramètre, il va garder toujours sa valeur initiale, même si on le change à l'intérieur
de la procédure. C'est clair? Donc, quand on dit qu'un paramètre est passé par valeur, cela signifie qu'il est en entrée et donc intouchable. Ce qui fait que même s'il a été modifié, on va voir après comment, même s'il a été modifié à l'intérieur de la procédure, à la sortie, on va garder les mêmes valeurs initiales, donc les mêmes valeurs qui étaient à l'entrée. Comment le spécifier? Donc, pour spécifier ce mode de passage à la déclaration, le paramètre, il est précédé par E/. On va ajouter un E/ pour dire que ce paramètre-là, il est en entrée. Exemple, je vais dire les paramètres qui sont entre parenthèses, E/x c'est un entier, E/y c'est un réel. Donc, comme ça, le système va comprendre que ce x-là, il est intouchable. Ce y-là, il est intouchable parce qu'il passe en mode par valeur, ou en mode entrée. Ça, c'est le premier mode de passage. Le deuxième mode de passage s'appelle le mode de passage par adresse. Le mode de passage par adresse. Ou bien, on l'appelle aussi le mode de passage en entrée-sortie, et on l'appelle aussi parfois le mode de passage par référence. Donc, tous ces termes-là désignent le même mode, le mode de passage. Donc, ou bien qu'on dit que c'est un mode par adresse, un mode en entrée-sortie, ou bien un mode par référence. C'est quoi ce mode-là? Alors, ce mode de passage signifie que le paramètre, il est en sortie, ou bien en entrée-sortie. Il n'y a pas une grande différence. Quand on dit en sortie, ça veut dire que la valeur initiale n'est pas importante. La valeur d'entrée n'est pas importante. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt la sortie. C'est la valeur qu'on va avoir à la sortie. Si on dit qu'il est en entrée-sortie, ça veut dire que lorsqu'il va entrer, il va entrer avec une valeur initiale qu'on connaît et il va sortir avec une valeur modifiée. Donc, dans tous les cas, c'est la sortie. Donc, il va sortir avec un résultat différent. Pourquoi on ne peut pas modifier? Bon, c'est un choix. Ça veut dire que lorsqu'on va décider qu'il y a des paramètres qui ne peuvent pas changer, c'est parce qu'on a besoin de leur valeur. Je vous donne juste l'information, mais vous ne devez pas changer mon information. Vous l'utilisez, ok, mais ne la changez pas. C'est clair. C'est comme si je vous donne par exemple une carte de visite. J'ai par exemple une entreprise. Je vous donne une carte de visite. Vous n'allez pas la raturer, par exemple. Je vous donne l'information, mais c'est pas la peine de faire des modifications. Par exemple, j'ai un numéro de téléphone qui est sur la carte. Ensuite, vous allez changer le numéro de téléphone. Ensuite, après, vous donnez cette carte à une autre personne. S'il veut me contacter, il va pas trouver l'information. Donc ça, c'est un paramètre qui ne doit pas être changé. Par contre, il y a des paramètres il y a possibilité de faire des changements. Par exemple, je vous donne une fiche, par exemple, à remplir, un imprimé à remplir. Donc, je vous le donne vierge, vous allez remplir les données, donc vous le modifiez et vous allez me rendre cette fiche-là. Et donc, ça, si le paramètre, c'est un document à remplir, il sera changé dans la procédure de remplissage. Comment? J'ai pas compris la question. Comment le const? C'est quoi? Hamour, qu'est-ce que tu veux dire par cette question? Hamour, mademoiselle Hamour, qu'est-ce que tu veux dire par cette question comme le const? Je sais pas. Bon, si tu interviens, je vais répondre. Alors, pour spécifier, donc, bon, je reprends. Ce mode, donc, il va signifier que le paramètre, il est en entrée-sortie. Et ainsi, il peut subir, donc, il va subir des changements à l'intérieur de la procédure. Ou bien, s'il va subir des changements, il perd la valeur initiale. Ça veut dire que les changements qui sont faits à l'intérieur de la procédure, ils sont pris en compte. Comme les constantes,
On peut dire ça. On peut dire que un paramètre par valeur, c'est comme une constante, il ne va pas changer. Une fois qu'on lui donne une valeur, il ne va pas changer. Mais c'est pas une constante, parce qu'une fois qu'on sort de la procédure, je peux le changer dans le programme principal. Alors, pour spécifier ce mode-là à la déclaration, pour faire la différence entre un paramètre qui passe en entrée et un paramètre qui passe par adresse, en entrée-sortie, je vais le précéder par le symbole E/S/ ou bien E-S/. Exemple, je vais dire, en entrée-sortie, j'ai X. Le paramètre X, c'est un entier. Et en entrée-sortie, le paramètre Y, c'est un réel. Ce qui veut dire que ce X-là, il peut changer à l'intérieur de la procédure et ces changements seront pris en compte. Ce Y-là, il peut changer à l'intérieur de la procédure et ces changements sont pris en compte. Donc, à la sortie de la procédure, on peut modifier ou bien on peut changer la valeur initiale. La liste des variables, il n'y a pas de changement. La liste des variables, c'est exactement celle vue pour les fonctions. Donc, ce sont des variables locales. Elles sont utilisées dans le cas où le traitement nécessite des variables intermédiaires. Les actions, alors cette partie, elle contient le détail du traitement. Contrairement aux fonctions, il n'y a aucune spécification à respecter. Vous souvenez, la fonction convenable, la partie action doit toujours contenir une affectation dans la partie de gauche et le nom de la fonction, ou bien utiliser le mot-clé retourner le résultat. Les procédures, on n'a pas cette spécification. On n'a aucune spécification. On n'a aucune spécification. Ça veut dire que les actions d'une procédure, c'est exactement comme les actions d'un algorithme quelconque. C'est un ensemble d'actions qui réalisent un traitement donné. Exemple. On va voir un exemple de procédure. Alors, supposons qu'on vous demande d'écrire une action paramétrée, on n'a pas spécifié de quel type, permettant de calculer le nombre de chiffres pairs et le nombre de chiffres impairs d'un entier naturel donné. Hier, dans le TD, on avait vu cette fonction qui donnait le nombre de chiffres pairs. Alors maintenant, on vous demande le nombre de chiffres pairs et le nombre de chiffres impairs d'un entier donné naturel. Alors, est-ce qu'on va utiliser une fonction ou bien une procédure? Cela dépend du nombre de sorties de cette action paramétrée. On a dit que la fonction, elle a une et une seule sortie. Par contre, la procédure, elle peut avoir plusieurs ou 0 sorties. Alors, d'après l'énoncé du problème, d'après le problème posé, il s'agit de calculer 2 éléments. Le nombre de chiffres pairs et le nombre de chiffres impairs. Donc, l'action paramétrée qu'on demande doit fournir 2 résultats. D'où la nécessité d'utiliser une procédure. Parce qu'on a dit qu'une fonction ne peut pas fournir plus qu'un résultat. Elle ne peut fournir qu'un et un seul résultat qui est la sortie dans le nom de la fonction. Alors là, puisqu'on a besoin de 2 résultats, le nombre de chiffres pairs et le nombre de chiffres impairs, donc on est obligé d'utiliser une procédure. Quels seront les paramètres de cette procédure? Donc, cette procédure, elle manipule 3 paramètres. Pourquoi? Parce qu'on vous dit là, vous avez un entier naturel qu'on veut calculer son nombre de chiffres pairs et son nombre de chiffres impairs. Donc, en tout, j'ai 3 paramètres. Un paramètre en entrée, qui est la donnée, donc c'est l'entier naturel, et 2 paramètres en sortie, qui sont les résultats, donc le nombre de chiffres pairs et le nombre de chiffres impairs. Bon, maintenant, la partie action, comment on va calculer? Là, c'est de l'algorithmique classique. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec l'AP. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit une procédure ou bien une fonction. La partie action, on a dit qu'elle est commune, elle est identique, que ce soit pour un algorithme, une fonction ou bien une procédure. Donc, ça, c'est la partie algorithmique.
Donc, tout ce qu'on a vu les cours précédents, on va l'utiliser à ce niveau-là. Donc, pour calculer le nombre de chiffres, ça veut dire qu'on doit avoir tous les chiffres du nombre. Donc, on se donne un entier n, le paramètre en entrée, et on va nommer les deux paramètres de sortie CP, donc le nombre de chiffres pairs, et CI, le nombre de chiffres impairs qui seront en sortie. Pour calculer le nombre de chiffres pairs et impairs, donc on va vérifier leur parité, est-ce qu'ils sont pairs ou bien impairs, donc on utilise le mode 2, parce que le mode 2 nous donne l'information sur le nombre, est-ce qu'il est pair ou bien impair. Maintenant, pour récupérer les différents chiffres, lorsqu'on a un nombre composé de 4, 5 chiffres, donc pour récupérer les différents chiffres, on a vu les exercices des séries précédentes, qu'à travers la division successive, donc le div 10, la division entière, on peut récupérer, et le mode bien sûr en même temps, donc je divise le nombre et je récupère le mode par 10, jusqu'à ce qu'on obtient le nombre nul. Et ainsi, on va avoir tous les chiffres du nombre. Et à chaque fois, bien sûr, qu'on récupère un chiffre, on va tester est-ce qu'il est pair ou bien impair. Donc ça, c'est de l'algorithmique. On a vu déjà des exercices pareils. Sauf maintenant, on va le transformer en procédure. Alors voilà la solution. Donc, le mot-clé procédure. La procédure, on lui donne un nom, on va l'appeler n'importe quel nom. Donc, par exemple, un B chiffre, nombre de chiffres. Elle a 3 paramètres, N, CP et CI, qui sont des entiers, mais on a dit qu'il faut rajouter l'information sur le mode de passage. On a, en plus du nom et du type des paramètres, il faut rajouter l'information sur leur mode de passage. Donc, on a dit que l'entier n en entrée, c'est la donnée, elle va être en entrée. Et les résultats, le nombre de chiffres pairs et le nombre de chiffres impairs, ce sont des paramètres en entrée-sortie. Donc, ils vont nous fournir des informations à la sortie. Donc, ils vont représenter les sorties de la procédure. Dans ce cas, donc, on a besoin d'utiliser une variable locale. Pour récupérer les chiffres de l'entier 1, donc on a besoin d'une autre variable qui n'est pas déclarée dans les paramètres ou bien qui n'est pas citée dans le problème. C'est un outil qu'on va utiliser à l'intérieur de l'atelier, à l'intérieur du module, à l'intérieur de la procédure, qui est spécifique à la procédure. Donc personne ne peut le voir parce que les gens qu'on a, ils s'arrêtent au point d'accès de l'atelier. Donc, ils ne vont pas voir les outils qu'on manipule pour fournir le produit final. Donc, ça, c'est quelque chose de local. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va initialiser ces deux compteurs à 0. Donc, le compteur des pairs et le compteur des impairs à nul. Bon, je peux utiliser un temps que, mais le temps que nécessite une initialisation et tout, des cas particuliers. Donc, pour éviter tous ces cas particuliers, je vais utiliser un répété. Qu'est-ce qu'on va dire? Dès le départ, je calcule, ou là je détermine le chiffre, le premier chiffre du nombre qui est obtenu par le mode. Donc si je mets C reçoit N mode 10, je vais récupérer les unités du nombre. Donc le premier chiffre à droite du nombre. La prochaine fois, le N sera divisé par 10. Et donc, je vais enlever en quelque sorte le dernier chiffre. Maintenant, une fois qu'on a récupéré le chiffre, je vais voir la parité du chiffre en utilisant le mode 2. Donc, si ce chiffre-là, mode 2, est nul, ça veut dire qu'il est pair. S'il est pair, j'incrémente le compteur des pairs, le compteur des chiffres pairs. Si c'est différent de 0, donc le sinon, j'incrémente le compteur des impairs, CI reçoit CI plus 1. Jusqu'à ce que j'atteigne l'entier nul, parce que le n, il est en train de changer. Chaque fois, je le divise par 10, donc à un certain moment, il va arriver à 0. S'il arrive à 0, j'arrête. On a un cas particulier où le n est nul, ça marche, parce que si n est nul, donc CP reçoit 0, CI reçoit 0, je vais répéter, et donc on a dit que le répéter exécute d'abord une fois, ensuite il teste. Contrairement au temps que, qui teste avant le traitement. Si on utilise un temps que, on a besoin de faire d'autres actions
pour le cas particulier de n égale à 0. Mais dans ce cas, si n égale à 0, ça marche. Pourquoi? Parce que je vais calculer le chiffre 0 mod 0, c'est 0. n div 10, c'est 0. Est-ce que c mod 10 est nul? Oui. Et donc, j'incrémente le compteur des paires. À la sortie, je vais avoir le nombre de chiffres pairs dont le nombre 0 est 1, parce que 0 il est pair, et le nombre de chiffres impairs, il est à 0. Donc, ça marche. Bien. Maintenant, on passe à l'appel de la procédure. Une fois qu'on a conçu la procédure, on l'a écrite, comment l'exploiter? Comme les fonctions, donc on a vu qu'on avait besoin d'appeler l'action paramétrée. L'appel de la fonction, on l'a vu hier comment ça se passe. Maintenant, on va voir comment appeler une procédure. Alors, la syntaxe de l'appel d'une procédure, on a vu donc une procédure, elle se comporte comme une action et non pas une expression bien une variable. Donc, son appel, il est isolé. Qu'est-ce que ça veut dire isolé? Ça veut dire qu'il ne fait partie ni d'une affectation ni d'une expression. Contrairement à la fonction qui n'était pas isolée. Donc, elle faisait toujours partie d'une affectation ou d'un test ou d'une expression donnée. Maintenant, la fonction, la procédure, pardon, elle n'est jamais utilisée dans une affectation ou bien dans une expression booléenne ou bien dans une expression quelconque. Elle est isolée. C'est clair? Donc, sa syntaxe, c'est le nom de la procédure, comme la fonction, avec la liste des paramètres effectifs, donc des paramètres réels, mais elle sera appelée de cette manière seulement. Pas d'affectation, pas d'expression. Remarque, les paramètres effectifs, comme pour les fonctions, doivent être du même type que les paramètres formels. On a les paramètres formels, ce sont les paramètres qui sont déclarés ici, à la déclaration. N et CPC. Les paramètres effectifs, ce sont les paramètres qu'on met à l'appel. Donc, à la déclaration, ils sont appelés paramètres formels. À l'exécution, à l'appel, ils sont appelés paramètres effectifs. Donc, ces paramètres-là doivent être du même type, avec le même nombre. Si c'est une fonction procédure à 3 paramètres, l'appel doit se faire avec 3 paramètres. Il va respecter l'ordre. Ça veut dire que si le premier, c'est l'entier en entrée, et les deux suivants, c'est les sorties, je dois faire l'appel avec un entier et des résultats en sortie, et non pas inversé. En plus, ça c'est commun aux fonctions et aux procédures, en plus, haja spécifique aux procédures, c'est qu'on ne va pas spécifier le mode de passage à l'appel. Ici, on a spécifié, à la déclaration, on a spécifié que le mode de passage, il est en entrée-sortie. À l'appel, non, on ne met rien. Par exemple, je vais appeler cette procédure-là, je vais mettre un B chiffre X, A, B, sans dire que A et B sont en entrée-sortie ou le X il est en entrée. Donc, automatiquement, on a respecté l'ordre. Donc, le X, il va représenter le N, le A, il va représenter le CP, et le B, il va représenter le CI, sans spécifier qu'il est en entrée-sortie ou bien en entrée seulement. Voilà. Maintenant, comment on exécute une procédure? On a vu hier une simulation d'exécution d'une fonction. Maintenant, on va se donner une simulation pour voir comment se fait le passage des paramètres et quelle est la différence entre justement un paramètre en entrée par valeur et un paramètre en entrée-sortie par adresse. Donc, on reprend la même fonction, mais dans un algorithme. Donc, soit l'algorithme suivant qui utilise la procédure nombre de chiffres. Voilà un algorithme. Donc, je l'appelle affiche nombre de chiffres, pair et impair. Donc, j'ai besoin d'un entier X, du nombre de chiffres pairs, du nombre de chiffres impairs. Je déclare la procédure. On a dit que toujours il faut déclarer les AP dans la partie déclaration de l'algorithme principal. Donc, voilà la procédure. Nombre de chiffres, elle est déclarée dans la partie déclaration. Ensuite, j'ai la partie action de l'algorithme principal. Écrire, donner un entier naturel. Je vais lire et c'est à moi maintenant de vérifier. On a dit que les AP ne vérifient pas les données. C'est le programme principal ou bien l'algorithme principal qui va vérifier les données. Puisque c'est une AP qui s'exécute sur un entier, donc c'est à moi, avant de faire l'appel, de vérifier que ça c'est un entier.
naturel, donc positif ou nul. Une fois que j'ai le x, j'appelle la procédure. Et vous voyez là que l'appel se fait isolé, donc il n'est pas relié avec autre chose. C'est clair, ni affectation, ni par exemple x plus 1b chiffre, c'est-à-dire expression, ni si 1b chiffre, il est isolé. C'est comme la lecture ADA. Vous voyez, lire x. On n'a jamais fait les algorithmes précédents, par exemple, si lire x, ou bien x plus lire x. Lire x, c'est une procédure, donc elle s'exécute d'une manière isolée. Elle n'est pas attachée, elle n'est pas reliée à autre chose. Après l'appel, à la sortie, donc c'est une action, donc elle s'exécute, je continue l'exécution. Je demande l'écriture de ces paramètres, de ces valeurs-là, de ces variables plutôt. Donc écrire le nombre de chiffres pairs et impairs dans x sans np et ni. Alors si on se donne x égale 25 sans 4, quel serait le résultat affiché? Bien, quel serait l'affichage obtenu à l'écran? Qu'est-ce qu'on va obtenir d'après vous et d'après l'exécution de cet algorithme? NP égale 3 ou NI égale 2. J'ai dit là, le nombre de chiffres pairs impairs et impairs dans x sans np et ni. Qu'est-ce qu'il va être affiché? Le nombre de chiffres pairs et impairs dans 25 403 et 2. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que je vais faire le nombre de chiffres pairs et impairs dans 25 104 et 3 et 2, ou là je vais mettre, parce que n'oubliez pas que Naya, vous voyez que ce paramètre-là, il est en train d'être divisé par 10, il va sortir par 0. Donc, est-ce qu'on va avoir le nombre de chiffres pairs et impairs dans 0, 100, 3 et 2, ou bien le nombre de chiffres pairs et impairs dans 25 104 et 3 et 2? 25 104. Pourquoi? Parce que n, E/n. Bien. Bien. L'affichage donc sera 25 104, 100, 3 et 2. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les paramètres qui sont passés en entrée ne sont pas, ou bien n'acceptent pas d'être changés. La valeur initiale THM, par exemple, s'il a une valeur initiale avant l'appel de 25 104, à la sortie, il va garder la même valeur, même s'il subit des modifications à l'intérieur. Mais ces modifications ne seront pas prises en compte après la sortie. On va voir comment ça se passe. Voilà, je vais prendre juste maintenant la partie de l'appel. Donc, si je reprends mon algorithme, on va exécuter l'algorithme. Donc, je passe la déclaration des variables, je déclare une procédure, je commence l'écriture, donner, répéter, je vais lire le x et j'arrive à l'appel. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'appel. Tout ça, on peut voir, c'est classique. Donc, je commence mon exécution. J'arrive avant l'appel, donc j'aurai lu la valeur de x. Donc, je vais avoir x qui contient 25 104. Les deux autres variables, np et ni, elles sont vides parce qu'on ne les a pas touchées. C'est clair. Vous voyez que l'algorithme principal, je déclare x, np et ni, mais je lis seulement le x. Donc, les valeurs de np et ni restent vides. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas quelles sont leurs valeurs. Donc, on suppose que c'est vide. Voilà, donc, avant l'appel, voilà la situation. X, il vaut 25 104 et np, il n'a rien et ni n'a rien. X, c'est quoi? C'est l'emplacement de x dans la mémoire. N'oubliez pas, les premiers chapitres, qu'est-ce qu'on avait dit? Lorsqu'on déclare une variable x, qu'est-ce qu'il va faire le compilateur ou bien le système? Il va aller à la mémoire, il va se positionner dans un espace donné qui a une certaine adresse. Et il va dire, voilà votre emplacement. Donc, x, c'est cette adresse-là, donc dans la mémoire, et ça, c'est le contenu de ce mot mémoire d'adresse x. On l'a déjà vu, les premiers chapitres, lorsqu'on avait commencé l'algorithmique. On a dit que lorsqu'on déclare des variables, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Si je dis x, c'est un entier, il va accéder à la mémoire,
il va prendre un espace qui a une certaine adresse, il l'appelle X, donc X c'est l'adresse de cet espace. C'est le contenu, donc 25104. Pour le NP et le NI, leur adresse c'est NP et NI, leur contenu il est vide pour le moment. On a fait une réservation d'espace qui va contenir des entiers, donc elles ont la taille de l'entier. Elles existent où? Elles existent à l'adresse NI et à l'adresse NP. Et le X existe à l'adresse X. Mais Hada, il a une valeur parce qu'on a fait une lecture. Je fais l'appel. Si je fais l'appel maintenant, on va sortir du programme principal et on va aller vers l'atelier, vers la procédure, pour récupérer notre produit qui est le nombre de chiffres pairs et le nombre de chiffres impairs. Donc, on va se brancher vers la procédure. Donc, lorsque je trouve un appel, ça veut dire que j'ai maintenant une procédure. Pour le moment, avant de charger la procédure en mémoire, c'est-à-dire avant d'exécution, elle était vide. La procédure de l'atelier est, en quelque sorte, il est fermé. On ne voit rien. Je frappe à la porte et je ramène ma matière première, donc mes paramètres que je dois transmettre à la procédure. Attention, il y a un sens interdit. Il est strictement interdit à toute personne étrangère d'accéder à l'intérieur de l'atelier, à l'intérieur de la procédure. La procédure maintenant, elle voit qu'elle a un client. Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc voilà les paramètres de la procédure. Elle a un entier en entrée qui s'appelle N et deux paramètres CP et CI en entrée-sortie. Alors, la procédure, lorsqu'elle voit qu'elle a un paramètre en entrée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va réserver un espace à l'intérieur qui s'appelle N et elle va lui réserver un espace parce qu'il est en entrée. Lorsqu'elle trouve qu'un paramètre il est en entrée-sortie, elle va réserver juste une adresse. Elle va voir qu'elle a une variable locale, donc elle va utiliser une adresse et un espace mémoire pour la variable locale. Donc voilà ce qui se passe lorsqu'on frappe à la porte de la procédure. Elle va dire voilà, je suis prête. J'ai un entier N à l'adresse N, il est vide. J'ai une certaine adresse que je vais manipuler parce que c'est un passage par adresse. Donc elle va manipuler une adresse et non pas une valeur pour le CP et le CI. Je manipule une certaine variable locale. Elle est de type entier, donc je lui réserve une adresse C et une place mémoire qui est pour le moment vide. Donc il y a le client qui frappe à la porte. Il est interdit d'accéder. Qu'est-ce que je fais? Donc il y a l'agent qui travaille ici. Il va sortir les outils, les paramètres à demain pour récupérer les données du client. Donc je vais faire sortir ces éléments et je vais dire voilà, donnez-moi vos données. D'abord, je demande ce paramètre-là qui est en entrée. Donc, c'est un passage par valeur. Passage par valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a transmission de la valeur seulement et non pas de l'adresse. Quand je spécifie que le paramètre il est passé en entrée, ça veut dire qu'il y a un passage par valeur. Et donc, la variable X qui était dans le programme principal ou bien dans l'algorithme principal, qui était à l'adresse X et qui contenait cette valeur-là, 25104, elle va passer vers le paramètre de la procédure qui s'appelle N, mais je vais faire un passage de la valeur seulement. Donc, il y a le 25104 qui passe. C'est bon? Maintenant, le deuxième, les deux autres paramètres, CP et CI, là, on a dit que leur passage, il se fait par adresse. Le fait de dire que le passage est fait par adresse, ça veut dire que maintenant le CI et le CP ne vont pas contenir des valeurs qui sont vides actuellement, mais ils vont devenir ces adresses-là. Donc, je vais transmettre l'adresse et non pas la valeur. Donc, c'est une transmission d'adresse. Donc, ça devient NP et CI. Une fois que l'agent il a récupéré ces informations, il va les mettre ou bien les introduire dans l'atelier, donc dans
la procédure. Donc, on va les introduire. Qu'est-ce qu'on a actuellement? Donc, j'ai le paramètre en entrée avec une autre adresse. Vous remarquez là, elle est en bleu, celle-là, elle est en rouge. Ils peuvent avoir le même nom. Je peux avoir un N, mais c'est un N bleu, et ça, c'est un N rouge. Ça veut dire qu'ils ont des adresses différentes. C'est vrai qu'ils ont la même valeur, mais des adresses différentes. Par contre, les deux autres paramètres, je vois qu'ils ont le même nom et la même couleur. Ça veut dire que j'ai récupéré l'adresse originale des deux variables NP et NI. Je vais travailler sur leur adresse originale. Je vais travailler sur la variable originale. Donc ici, vous voyez que je n'ai pas besoin d'un espace jaune de la mémoire. Pourquoi? Parce que je vais exploiter exactement l'espace des deux variables. Puisque j'utilise les mêmes adresses, donc il va y avoir une relation directe entre ce paramètre-là et cet espace-là qui a l'adresse NI qui est la même pour NP, la même chose. Donc maintenant, si on reprend l'algorithme de la procédure, qu'est-ce que je vais faire? La procédure, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle va Est-ce que j'ai des questions là? Non? Qu'est-ce qu'elle fait? On a dit qu'elle va prendre CP, qui était le paramètre en entrée-sortie, reçoit 0, CI reçoit 0, C, le paramètre ou bien la variable locale reçoit N mod 10, N, qui est là, le paramètre en entrée reçoit N div 10, et ainsi de suite. Alors là, lorsqu'on a fait le passage des paramètres, donc on voit que le N, il garde son adresse, mais sa valeur, c'est la valeur de X. Par contre, le CP et CI sont substitués par les adresses des paramètres d'entrée. Donc, le corps de la procédure, qu'est-ce qui va se passer pour le corps de la procédure? Voilà ce qui va se passer. Donc, ce CP et ce CI, ils seront remplacés ou bien substitués par les adresses NP et NI. Avant, c'était CP, CI au niveau de l'initialisation et au niveau de l'incrémentation. Maintenant, non. Regardez la transformation qui va se passer à l'intérieur du code de la procédure. Donc, CP devient NP et CI devient NI. Aux deux niveaux-là, à l'initialisation et à l'incrémentation. Donc, voilà ce qui se passe. Ça y est, vous avez remarqué. Maintenant, quand je commence l'exécution, je ne vais pas exécuter avec la version formelle, mais je vais exécuter avec la version effective. Et donc, je vais manipuler NP et NI et non pas CP et CI. C'est clair? Donc, lors de l'appel des procédures, si le paramètre il est en entrée-sortie, il va y avoir en quelque sorte un changement dans le code de la procédure, de sorte où on va remplacer les paramètres en entrée-sortie par les paramètres ou bien les adresses des paramètres effectifs. Voilà, donc je vais exécuter maintenant en utilisant le NI et le NP. Je commence. Donc, première chose, C reçoit N mod 10. C le voilà. Le N le voilà, il est à l'intérieur avec une valeur de 25104 et ainsi de suite. Donc, je commence l'exécution. C égale N mod 10. Donc, je vais avoir bon, d'abord l'initialisation. Donc, vous remarquez là, remarquez très bien. La première action de la procédure, c'est NP reçoit 0 et NI reçoit 0. Maintenant, le NP, ils sont à l'intérieur de la procédure. Mais leur espace, il est à l'extérieur. C'est clair, parce qu'on a fait le passage des adresses seulement. On a dit que ça veut dire que c'est un passage par adresse. Donc, j'ai passé les adresses et non pas les valeurs. Et donc, toute modification du paramètre, elle sera prise en compte. Prise en compte, pourquoi? Parce que l'adresse, elle pointe vers cet espace. Et cette adresse-là, elle pointe vers cet espace. Donc, si je fais NP reçoit 0 et NI reçoit 0, ça veut dire que le contenu de cette adresse devient nul. Et le contenu de cette adresse devient nul. Et donc, je vais avoir cette affectation. 0, 0. C'est clair? Je continue mon exécution. Donc, j'ai C reçoit N mod 10. Le N mod 10, dans ce cas, c'est 4.
Le reste de la division de n par 10, c'est 4. Donc, le c va prendre la valeur 4. Ensuite, n égale n div 10. Donc, je vais diviser ce n par 10. Donc, je vais perdre le 4 là, ou la supprimer ce 4. Mais vous remarquez que le x n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas transmis l'adresse de x. Donc, je travaille sur un autre espace, et non pas l'espace de x. Je travaille sur l'espace n. L'espace n, c'est un autre espace différent de celui-là. Donc, si je fais des changements sur le n, ils ne seront pas pris en compte dans le x. Pourquoi? Parce qu'on a dit que tout paramètre qui est transmis en entrée ne prend pas en compte les changements faits dans la procédure. Je continue. Donc, je vais tester, est-ce que le paramètre mode C est pair ou bien impair? Le 4, il est pair. Il est pair, donc je vais incrémenter le NP. Le NP, le voilà. Mais AD, c'est une adresse. Donc, les changements vont se faire sur quoi? Sur quel espace? Ils vont se faire sur cet espace-là. Donc, c'est le NP, donc un A, je vais avoir plus 1. Je continue, donc sinon me cache, est-ce que n est nul? Non. Je reprends la boucle, donc c'est le nouveau n mode 10, donc c'est 0. Et je continue, donc le n, je divise par 10. Je teste la parité de C, elle est paire, donc c'est le NP qui s'incrémente. Est-ce que n est nul? Non. Je reprends, C égale le mode, donc c'est 1. Div, donc j'enlève le 1. Est-ce que c'est pair ou bien impair? C'est impair, donc c'est le NI qui s'incrémente, mais le NI va agir sur l'espace externe, donc je vais trouver plus 1 ici. Je continue, n est nul? Non. Donc, je change, C reçoit le n mode 10, donc c'est le 5. Le n div 10, donc c'est 2. Est-ce que 5 est pair ou bien impair? Il est impair, donc c'est le NI qui va changer, mais c'est l'espace externe, donc ça devient 2. Et je continue, C égale à 2, n égale à 0. Est-ce que C est pair? Oui, donc c'est l'espace NP qui sera modifié plus 3. Est-ce que n est nul? Oui. J'arrête. Alors, lorsque j'arrête, toute la procédure maintenant va disparaître. Tout ce qui est à l'intérieur de la procédure, comme espace mémoire et tout, je vais le détruire. Donc, classe, il n'y a plus de fonction et je remets le résultat à l'appelant. Je remets le résultat à l'appelant. Le résultat, c'était ça. Donc, vous voyez, l'ANA, avant la sortie, c'était cette situation. X, c'est 25104. NP, c'est 3. Et NI, c'est 2. Par contre, le N, c'était à 0. Le C, c'était à 2. Le NP et NI, c'est des adresses, donc ils ne changent pas. Alors, à la sortie, on va voir que le NP, il a changé d'état. Le NI, il a changé d'état parce qu'ils sont en entrée-sortie. Par contre, le X n'a pas changé d'état. C'est vrai qu'à l'intérieur, l'équivalent TAO qui était le N, il a changé d'état, il a atteint le nul. Par contre, lui, il a gardé sa valeur. Donc, les résultats ils seront transmis à l'appelant. Donc, ils vont venir ici, où tout ça, il va disparaître. Voilà. Je continue mon exécution. L'exécution de la continuité de c'était quoi? C'était un affichage. Donc, je vais afficher les nombres, le nombre de chiffres pairs et impairs dans X. X, c'est quoi? Le voilà. Maintenant, je ne vois pas les procédures ni rien du tout. Je vois ma mémoire. X fait 25104. MP contient 3. NI contient 2. Et donc, j'affiche le nombre de chiffres pairs et le nombre de chiffres impairs de 25104, 103 et 2. Conclusion, on va dire que dans le mode de passage par valeur, donc lorsque j'ai E/, l'AP manipule une copie. On va dire qu'elle manipule une copie de la variable, ce qui permet de garder sa valeur initiale intacte. Vous avez vu qu'il y avait la copie N, où on avait copié la valeur de X, qui est passée en entrée. Dans le mode de passage par adresse, c'est-à-dire entrée-sortie, l'AP manipule la variable originale. On a vu qu'il manipulait l'espace, le même espace. Pas de copie. Là, c'est juste un transfert d'adresse, donc on n'a pas à copier l'espace. On ne va pas utiliser un autre espace, un nouveau espace. Par contre, l'entrée, il y avait un nouveau espace qui s'appelait N. Cela, ce qui permet la modification de la valeur de la variable. Donc, lorsqu'on fait des changements à l'intérieur de la procédure, puisqu'on travaille sur le même espace, on travaille sur la copie originale, donc les changements seront pris en compte. Alors, si on revient maintenant à la procédure, à la fonction, on dit que les paramètres de la fonction
ils sont, bon, je dis bien ici, toujours transmis par valeur. Pour le moment. Vous allez voir l'année prochaine, Inch'Allah, qu'on peut transmettre quand même en entrée-sortie, même avec une fonction. Mais en général, la règle générale, c'est que les paramètres de la fonction, ils sont toujours transmis en entrée. C'est pour ça qu'on n'avait pas spécifié le mode de passage de la fonction. La fonction, on avait dit, bon, vous donnez la liste des paramètres et vous avez 2 points, le type et la fonction de la fonction. On n'avait pas à spécifier est-ce que le paramètre il est en entrée ou bien en entrée-sortie parce que toujours il est en entrée. Et s'il est toujours en entrée, ça veut dire qu'on va faire toujours une copie du paramètre. Et donc, les valeurs initiales avant l'appel d'une fonction seront toujours sauvegardées. Donc, après le retour de la fonction, on aura toujours nos valeurs initiales intactes. Donc, c'est pour ça que le TD d'hier, lorsqu'on avait fait une fonction qui compte le nombre de chiffres pairs seulement, on avait dit que c'était une fonction. Le résultat final, on avait dit que le x ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il est passé en entrée et donc on travaille sur une copie de la variable et non pas sur la variable originale. Ceci termine les procédures, donc il est 11 heures. Je suis obligé de m'arrêter. Avant de continuer, il y a maintenant quelques détails qu'on va voir, les relations entre les différents objets manipulés dans une AP. Donc, je pense qu'il va nous rester un seul cours pour les AP et on va terminer. Alors, si vous avez des questions, vous les posez avant que je ferme la réunion. Oui. Si on place les 2 paramètres CI et CP en sortie, Oui. نقدر نخدموا بها normal. Oui, on a sorti ou la entrée sortie, c'est la même chose. Ils ont le même effet. Ça veut dire, la différence, c'est quoi? La différence entre sortie et entrée-sortie, si je mets sortie, ça veut dire que la valeur initiale n'est pas, ça ne m'intéresse pas. Quelle que soit la valeur initiale, ça ne m'intéresse pas dès le départ. Par exemple, le cas c'était vide. Elle pouvait avoir des valeurs, mais l'essentiel, je m'intéresse à la valeur de la sortie. Maintenant, si je mets en entrée-sortie, ça veut dire que j'ai une valeur initiale qui sera modifiée. Donc, lorsque je fais l'appel, je vais faire avec une donnée initiale, mais je vais faire une modification. C'est clair? Oui, merci monsieur. Alors, qu'est-ce que je vois là? J'ai pas bien compris à la fin. Genre, les actions passent à l'intérieur de l'atelier, mais les résultats seront à l'extérieur. Oui. Chauffe, le passage par adresse. Supposons, regardez là, je vais donner un exemple. Supposons que la procédure, elle va, c'est une procédure qui permet de remplir des bidons d'eau. Ok? La procédure, elle va vous remplir de l'eau dans un récipient, dans un bidon par exemple. Donc le client, quand il arrive, il va ramener avec lui des bidons. Ok? Des récipients. Les récipients, il va les ramener vides. Il va retourner avec les mêmes récipients, mais remplis d'eau. Le client n'a pas le droit d'accéder. C'est clair? Les paramètres, lorsqu'ils sont en entrée-sortie, on a dit que la procédure, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les adresses. Supposons que les jerrycans, par exemple, ils sont sur un véhicule. C'est des jerrycans à 200-300 litres. Impossible de les introduire. Il y a par exemple la porte elle est petite, donc je ne peux pas introduire une citerne par exemple, c'est pas un bidon, c'est une citerne de 1000 litres par exemple. Elle est sur un camion, sur un véhicule commercial. Et donc comment on va remplir? Je vais dire qu'il est impossible de faire la copie, donc je ne peux pas transmettre la citerne, je ne peux pas l'introduire à l'intérieur de l'atelier. Dans l'intérieur de l'atelier, j'ai un robinet par exemple, où je peux transmettre de l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais dire, bon, tu laisses les citernes là, mais donnez-moi juste l'adresse. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire donc un tuyau entre la citerne Hadia et le robinet qui est à l'intérieur de la procédure. Lorsque j'ouvre le robinet, qu'est-ce qui va se passer? L'eau va couler, mais elle va
suivre le chemin, donc elle va vers l'adresse de cette citerne. Donc le remplissage, il va se faire où? C'est vrai que j'ai l'adresse ici, donc le tuyau, où est l'adresse? Je le contacte avec le robinet, j'ouvre, donc il y a l'eau qui va suivre l'adresse. C'est comme un facteur maintenant. Donc, qu'est-ce qui va se remplir? C'est la citerne. Elle n'est pas à l'intérieur de la procédure, elle est à l'extérieur. Mais j'ai quand même pu la remplir. Pourquoi? Parce que j'ai son adresse. J'ai ce tuyau-là qui va relier la source d'eau qui est à l'intérieur de la procédure, à l'intérieur de l'atelier, vers la citerne qui est à l'extérieur. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Qui est-ce qui a posé les questions? Bouddha ou Cilia? Ok, c'est bon? Alors, je vois là Hammor Asma qui dit, est-ce qu'on peut faire 2 fonctions? On peut faire 1000 fonctions. On a dit que le principe de la programmation modulaire, c'est de décomposer un problème en sous-problèmes. Et on n'a pas spécifié le nombre de sous-problèmes. Chaque sous-problème aura un module, donc une fonction ou bien une procédure. Donc, pour résoudre un problème donné, je peux avoir plusieurs modules. Chacun va se charger de la résolution d'un sous-problème. Et donc, on peut avoir 2, 3, 4 procédures, 4 fonctions, et ainsi de suite. Donc, le nombre de fonctions et de problèmes, procédures, il est déterminé par le nombre de sous-problèmes. C'est à nous de définir. J'ai besoin là de faire un travail particulier sur un sous-problème, un deuxième sous-problème, un troisième, et ainsi de suite. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? Voilà, donc je pense qu'on va terminer quand même. Il est 11h et quelques. Donc la prochaine fois, on va voir la relation entre les différents objets manipulés dans un algorithme qui utilise des AP. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah.